Bonjour Monsieur Nabil Boukili, vous êtes donc député fédéral et membre du PTB. Quelle est votre analyse de ce qu'on a vécu depuis un an, donc de la crise sanitaire? L'analyse, bonjour d'abord, hein. L'analyse qu'on fait en fait avec le PTB sur la gestion de la crise depuis un an, on voit le résultat aujourd'hui. Un an après, on est toujours au même point de départ. Donc l'idée c'est que la gestion a été assez calamiteuse, que ce soit au début de la crise où il y avait un côté où on ne prenait pas au sérieux la chose et on a même, au niveau gouvernement, on a été même jusqu'à mentir pour dire par exemple que les mensonges sur les masques, sur les tests et ainsi de suite. Et puis après, pour organiser comment réagir face à cette crise, la réaction n'était pas à la hauteur. On n'a pas mobilisé toutes les ressources nécessaires, notamment le fait d'avoir 7 ministres pour acheter des masques et puis on les a pas des mois après on n'a toujours pas de masques et quand on les a maintenant on sait qu'ils sont potentiellement toxiques, donc ça montre un peu tout le déficit en tout cas qu'il y a eu de la gestion de cette crise, et ça a démontré aussi toutes les limites de notre lasagne institutionnelle et toute cette politique de division entre régions et entre communautés, parce que le virus ne s'arrêtait pas à la frontière linguistique, et pourtant on a continué dans cette logique communautaire de gestion de l'épidémie. Donc à ce niveau-là aussi, il y a eu quand même pas mal de limites, et surtout qu'il n'y avait aucune vision de comment affronter cette crise. Et ça, là, on va dire la politique d'économie de marché, la politique traditionnelle a montré ses limites, que quand il n'y a pas une vision de société, quand il n'y a pas une logique pour répondre au bien-être des citoyens, la première crise sanitaire à laquelle on fait face, la réponse est catastrophique. Okay. Et je pense qu'il y a un aspect pour moi assez important, c'est que dans la gestion de cette crise, on a infantilisé la population au lieu de l'impliquer dans le processus de réflexion, de décision, pour vraiment créer une hégémonie sociale face à ce virus-là. Je pense qu'on aurait pu le vaincre de manière plus efficace s'il y avait ce côté participatif de la population au lieu de les infantiliser et de leur imposer des mesures qui sont d'ailleurs, pour certaines, inefficaces. Ok. Donc justement, si on reprend maintenant concrètement les différentes mesures, donc il y a eu, il y a eu le fameux confinement, il y a eu la restriction des voyages, il y a eu les masques à l'extérieur, il y a eu le télétravail, il y a eu là-dedans, qu'est-ce qui vous semblait efficace, ou qu'est-ce qui, ou peut-être pour vous c'est difficile de dire, mais qu'est-ce que vous en pensez de ces mesures? Écoutez, ça c'est aussi un gros problème que même moi en tant que député au Parlement fédéral, on n'a pas accès aux données qui permettent de prendre telle ou telle décision. Il y a le conseil de concertation qui se réunit et qui sort avec un arsenal de décisions et de mesures, mais on ne sait pas sur quoi ils sont basés. Genre par exemple, je prends la question du couvre-feu. On a décrété qu'il y a un couvre-feu. Ok, sur quoi on base l'efficacité du couvre-feu? Quelle évaluation on en fait une fois que la décision a été prise pour voir est-ce que cette mesure a marché ou non? Donc il n'y a pas on n'a pas les éléments nécessaires, parce que on pourrait avoir des réponses sur qu'est-ce qu'il faudrait faire. Par exemple, avoir des mesures ciblées, déterminer les clusters, où est-ce que le virus se propage le plus, voir dans les lieux de travail, et agir en fonction de ça, au lieu d'avoir des mesures punitives pour tout le monde. Si le PTB avait été au gouvernement, quelle aurait été une stratégie que vous auriez proposée ou que vous auriez essayé de suivre? En tout cas, la première chose, c'est d'essayer de limiter au maximum la propagation du virus. Et pour ça, il faut déterminer les clusters dans lesquels le virus se propage le plus. Aujourd'hui, depuis un an, on ne le sait toujours pas. Dans quel secteur ou dans quel cadre le virus se développe le plus. Ça, c'est une première chose. Une fois qu'on détecte ces clusters-là, développer des campagnes de testing
massif, rapide, et pas où les gens attendent 10 jours pour avoir un résultat, parce que pendant ces 10 jours-là, ils sont en quarantaine, enfermés chez eux, alors que s'ils ont les résultats rapidement, bah, ils sont libérés de cette quarantaine. Et les personnes qui sont malades, bah, les isoler, voir comment les traiter, quelles sont les solutions qu'on met en place pour les remettre sur pied. Et là, je pense qu'un des déficits les deux gouvernements successifs qui ont géré cette crise ont rencontré est la conséquence d'une politique qu'ils mènent depuis des années, qui affaiblit notre système de santé, des coupes budgétaires dans les systèmes de santé, où on essaie d'en faire un secteur rentable, alors que c'est pas du tout l'objectif de notre système de santé, c'est répondre aux besoins des gens, de soigner les gens. Et on voit que cette politique-là a eu comme conséquence, c'est qu'à un moment donné, on a été débordé dans les soins intensifs et dans les salles de réanimation. Et là, la conséquence, c'est qu'on va essayer d'empêcher les gens de se déplacer, de se rencontrer pour, compenser un déficit politique et un déficit basé sur des décisions antisociales qui datent depuis des années. C'est pour ça que les différents gouvernements successifs des 20-30 dernières années sont tous autant responsables de la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Et donc, dans cette logique-là, il ne pouvait pas y avoir une autre gestion que celle qui a été menée. Après, on est venu avec des alternatives, comme celle que j'ai proposée tout à l'heure, que chaque mesure qui touche aux libertés, qu'elle soit étudiée sur sa proportionnalité, sur son efficacité, parce que le prix à payer pour ça, il est quand même assez fort. Donc, si cette mesure est prise, elle doit être justifiée de manière assez détaillée. Ok. Donc justement, effectivement, on s'est bien rendu compte aussi que ce sont les gens modestes qui ont le plus souffert du Covid lui-même, parce que fatalement, et des mesures aussi, puisque quand on est enfermé dans un petit appartement à 6, c'est pas la même chose que quand on est enfermé à 4 ou à 5 dans une grande maison à la campagne. Donc fatalement, en termes sanitaires et en termes humains, c'est pas la même chose. On a l'impression que le PTB a tardé à réagir. On commence à entendre, parce qu'il y a maintenant, on parle de la loi pandémie, mais on a l'impression qu'on n'a pas beaucoup entendu le PTB depuis un an sur le sujet. C'est dommage parce que le PTB s'est prononcé à plusieurs reprises, notamment. J'ai entendu, peut-être. Je dis pas, vous n'avez pas parlé. C'est ça. Mais non, on est intervenu à plusieurs reprises, notamment dans les séances plénières au Parlement, pour dénoncer ce qu'on appelle nous un caractère de classe en fait du virus, parce que il y a l'aspect que les plus touchés par le virus, c'est les classes les plus populaires, et c'est tout à fait logique parce que c'est eux qui se retrouvent dans les usines. C'est eux qui font les métiers, les éboueurs. C'est eux qui sont caissières quand on va faire nos courses. Parce que tous ces secteurs-là, les secteurs essentiels, sont restés ouverts et ils ont travaillé et ils ont tourné à fond pendant le Covid. Et c'est généralement les plus bas salaires. Donc oui, c'est cette partie-là de la société qui a été le plus touchée. En tout cas par le Covid. Et puis par les mesures, parce que vous avez mis en avant les problèmes de logement, le fait d'être plusieurs dans un petit espace. Là aussi, ça favorise la propagation du virus. Et même en termes de liberté, quand on est confiné à 6 et quand on est confiné dans son jardin, c'est vraiment pas la même chose. Donc, ce virus, oui, il a un caractère de classe, dans le sens, même au sens économique, ça s'est confirmé, c'est que les caissières, ils ont travaillé comme jamais. Et on a les grandes surfaces qui ont fait en moyenne 20% de chiffre d'affaires en plus, mais les salaires des caissières n'ont pas augmenté. Donc, il y a ce virus est injuste aussi, mais c'est pas le virus en soi. Il agit de manière inconsciente, mais plutôt la structure sociale que nous avons et la politique qui a été menée a renforcé en fait cette inégalité sociale et sanitaire. Ok, alors. Donc maintenant, on parle maintenant de la loi pandémie. Donc d'ailleurs, vous assistez au débat sur le sujet au Parlement. Quelle est la position du PTB
sur la loi pandémie? Bon, il y a beaucoup à dire sur cette loi pandémie parce que, en fait, le texte qui nous est proposé aujourd'hui, il ne devrait même pas être sur la table. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un texte qui reprend tout ce qui a été fait pendant 1 an, et on vient d'en parler que c'était loin d'être... Voilà, oui. C'était clairement problématique, mais on reprend tout ça, notamment les mesures et tout ça, et on va juste le légaliser parce que, je rappelle, ça je ne l'ai pas dit dans l'introduction, toutes les mesures qui ont été prises, ils n'ont pas de base légale, ils sont inconstitutionnels. Et donc l'objectif de ce projet de loi, au lieu de faire une autocritique, au lieu d'avoir une réflexion sur comment, si on a une autre épidémie qui arrive dans le futur, comment on va l'affronter, ben non, on a repris exactement ce qu'ils ont fait. Et comment éviter de faire les mêmes erreurs que celles qui ont été faites, ou au moins étudier s'il y a eu des erreurs oui ou non, et si oui, comment les compenser. C'est ça, mais cette réflexion est inexistante dans ce texte. Il y a un transfert de pouvoir du législatif vers l'exécutif. Et là, avec ces arrêtés ministériels, ça c'est démocratique, c'est que la présidente de la Chambre, elle serait informée des décisions. Donc, ça c'est le point le plus démocratique qui a été ajouté, c'est qu'ils vont informer le Parlement. On ne va plus aller le voir dans le moniteur, mais on va recevoir une lettre pour le faire. Je ne vois pas ce que ça change concrètement. Et si le Parlement veut réagir à ces arrêtés ministériels, bah, il devra le faire par voie législative, par une loi au sein du Parlement. Ça, c'est pas nouveau, ça existe déjà aujourd'hui. Nous, on le fait par exemple avec le couvre-feu. On a fait une proposition de loi pour la levée du couvre-feu tant qu'une base scientifique sur son efficacité n'est pas prouvée. Donc, c'est quelque chose qui existe déjà aujourd'hui et on nous présente ça comme une nouveauté. Donc, démocratiquement, ça ne répond pas du tout aux aspirations de la population. Et en plus de ça, il n'y a rien qui est prévu dans le processus de prise de décision et dans la réflexion, il n'y a rien qui est prévu pour impliquer le citoyen, pour impliquer la société civile. Et je pense que quand on discute de droits aussi fondamentaux comme le droit d'aller et venir, le fait de confiner ou pas, couvre-feu ou pas, c'est quand même des décisions qui sont lourdes. De fermer aussi des commerces. De fermer des commerces, des restaurants. De réorganiser les règlements de travail. Tout ça, c'est des décisions qui sont lourdes. Eh ben, on n'implique pas les gens qui sont impactés. Ils n'ont rien à dire. Et ça, je trouve, en termes de démocratie, quelque chose de très, très limité. Il y a l'aspect de transparence aussi. Quand on veut mettre des mesures, ben, la moindre des choses, c'est d'expliquer quelle est la motivation qui pousse à mettre ces mesures-là. Là non plus, il n'y a aucune transparence. Le point qui est le plus, le plus inquiétant aussi, c'est le traitement des données. Oui. Là, on nous demande, dans ce projet de loi, de signer un chèque en blanc pour le gouvernement pour déterminer quelles données il a besoin et de le traiter de manière libre. Donc, alors que dans la loi dans le règlement RGPD, dans la loi sur l'autorité de protection des données ici en Belgique, à chaque fois qu'on veut utiliser une donnée, on doit déterminer quelle est la finalité de cette donnée-là et celui dont on utilise les données doit le savoir. Il n'y a rien de tout ça dans ce projet de loi. Et les différents spécialistes sur la protection de la vie privée, ils ont même proposé de supprimer l'article 6 qui parle de traitement de données, qui n'a aucune place dans ce projet de loi. Et franchement, à la fin de ces auditions-là, je ne vois pas qu'est-ce qui peut rester dans ce projet de loi. Il a été dézingué par tout le monde, à tous les niveaux, au niveau constitutionnel, au niveau des libertés, au niveau des droits démocratiques, au niveau des traitements de données, au niveau du processus démocratique. Enfin, il n'y a rien qui va dans ce... C'est normal, puisque c'est ce qu'on a fait depuis 1 an et ça n'allait pas. Et je pense que l'aboutissement de ce texte dépendra du rapport de force dans la société. Je pense que si la population, si les gens réagissent à ça, et qu'il y ait un mouvement qui se met en place, qu'il y ait un rapport de force... c'est pas évident, parce que alors, on a envoyé, il y a des gens, il y a plein de gens qui ont envoyé, je sais parce que j'ai entendu dire que pas mal... Mais j'en ai reçu, oui. Oui. Des députés reçoivent
des emails des gens un petit peu partout en Et qui sont Belgique. ignorés. Oui, par Voilà, donc certains. je présume qu'il y a un moment donné, effectivement, où quand on en reçoit 1000 ou 2000, on ne peut pas tous les ouvrir. Ça, je peux comprendre. Enfin, en tout cas, je crois que les députés sentent qu'il y a vraiment une inquiétude de la part de la population. Ouais. Donc, on peut faire ça. Il y a manifester, on ne peut pas manifester à plus de 100 parce que sinon, on se retrouve face à des policiers qui sont. Mais ça, juste c'est très pour- grave. Moi, Ouais. je trouve que, par exemple, il y a quelque chose de fondamentalement important. Donc, c'est difficile pour la nous. population de s'opposer à ça. Oui, oui, je pense que les conditions qui sont mises en place compliquent, en tout cas, tout mouvement social. Et là, par exemple, cette atteinte à la liberté d'expression en termes de manifestation, en termes de rassemblement, qui est aussi très grave dans les mesures qui ont été prises, on- en fait, c'est en temps de crise qu'on a besoin de plus de démocratie et plus de participation. Sinon, on sort pas d'une crise. Hein. Si Ou bien peut on pas en sort susciter par la l'adhésion. petite porte. Ouais, C'est- oui, on ne peut pas susciter d'adhésion, en fait. Non, non, c'est ça. On va créer juste, et ça se voit aujourd'hui, la violence qui monte dans la société, on crée juste plus de divisions, on élargit le fossé entre la population et le politique. Et je pense que le politique, à un moment donné, il doit prendre conscience. Nous, on va jouer notre rôle au niveau du Parlement, mais je pense que tous les citoyens devraient s'impliquer d'une manière ou d'une autre. Je suis pas là pour dire comment chacun doit faire, mais en tout cas de prendre cet élément au sérieux. Et je pense qu'au niveau politique, au niveau du gouvernement, vous savez, je pense que toutes les partis de la majorité, et à chaque majorité, on mène une politique et on pense aux élections d'après. Je pense que s'il y a un signal que cette loi est une ligne de rupture par rapport aux partis qui vont la voter au sein de la majorité, ça les fera réfléchir. Et ça, il faut qu'ils le sentent. D'où les emails. D'où les emails. Voilà. Et je Et pense quel autre moyen? il y a la question des rassemblements. Je pense qu'il faut défendre... Les manifestations? Oui, il faut défendre l'idée de pouvoir manifester, de pouvoir se rassembler. Je pense qu'on ne doit pas abandonner ce droit-là, parce que si on ne peut pas s'exprimer, je pense que c'est vraiment... Moi, je suis pour, je sais pas, en tout cas, mener la discussion. Et ça, c'est le problème de toutes les mesures, c'est qu'il n'y a pas de débat sur les mesures. Mais sur l'interdiction de rassemblement, on peut débattre sur comment faire en sorte d'avoir des rassemblements sécurisés au niveau sanitaire, mais qui permettent quand même une expression populaire quand il y a un désaccord. On sait que les rassemblements à l'extérieur, on n'a jamais eu de cluster ni quoi que ce soit. Il y a eu la fête de la musique en France où tout le monde était là sans masque, sans rien du tout, puisqu'à l'époque il n'y avait pas de masque à l'extérieur. Jamais une cluster qui sont partis de là. Il y a même une rave party qui était quand même dans un hangar. Donc en Bretagne, il n'y a jamais eu de cluster non plus. Donc on a l'impression que cette excuse des mesures sanitaires pour empêcher les manifestations, c'est un petit peu, c'est un prétexte. Moi, je trouve que c'est une atteinte grave vraiment à notre liberté d'expression, parce que moi je pense qu'il y a un cluster plus important et qu'il y a un risque de contamination beaucoup plus important quand j'ai pris le bus pour venir jusqu'ici que quand je vais manifester en plein air. Parce que comment on explique à des gens qu'ils ne peuvent pas manifester à 1 mètre l'un de l'autre ou à 1,50 m l'un de l'autre, mais qu'ils peuvent être entassés par dizaines dans des trams pour aller au boulot. Et que, alors prendre le tram pour aller travailler, ça on a le droit, mais exprimer un désaccord sur une mesure ou pour exprimer un avis politique dans la société, ça on n'a pas le droit. Je trouve ça vraiment disproportionné en termes de mesures. Moi, j'ai pas envie de vivre dans une société où c'est métro, boulot, dodo. Non, il y a d'autres choses qui font qu'on est des êtres humains. C'est les liens sociaux, le fait de s'exprimer, le fait d'échanger, la culture, d'avoir des loisirs. C'est ça qui fait de nous des êtres humains. On n'est pas juste des machines qui sont là juste pour produire et voilà. Je pense que il faut pas limiter notre existence à juste métro, boulot, dodo, quoi. Tout à fait. Alors, on va passer au vaccin. Donc, je crois que la position du PTB, c'est plus de transparence dans la négociation des contrats et même mise dans le domaine public des brevets du vaccin Covid pour pouvoir faciliter sa diffusion, sa production. Et donc, je crois que vous allez même plus loin dans une manière aussi de financer la santé en Belgique, c'est juste? Tout à fait, mais je pense que
En termes des vaccins, d'abord, dans le cadre actuel, dans les contrats qui ont été faits entre l'Union européenne et les firmes pharmaceutiques en ce qui concerne les pays européens, là, il y a un gros problème de transparence. On doit pouvoir avoir accès aux documents, voir les clauses des contrats, quelles sont les conditions. Je rappelle qu'on a financé ces recherches. L'Union européenne a donné une avance sur ces recherches-là. Et en plus, on prend les responsabilités dans le cadre où il y a des effets secondaires et des trucs comme ça. Donc, c'est les États qui ont cette responsabilité. Il y a des clauses importantes dans ces contrats-là. Il faut qu'on les connaisse. Et on a fait cette demande-là. Et notre député européen, Marc Botenga, a eu accès au contrat. Par contre, tous les éléments importants, ils étaient barrés et ils ne pouvaient pas voir tout ce qui est pris, tout ce qui est dans ce cadre des négociations et tout ça, on n'y avait pas accès. Donc là, il y a un gros problème. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, ce vaccin qui a été produit, comme j'ai dit, il a été financé en grande partie par nos impôts, en tout cas par l'Union européenne, c'est notre argent. On assume, on l'achète une deuxième fois, et le fait qu'il reste dans le domaine privé, dans le domaine de la propriété privée, est très problématique. Parce que là, à ce moment-là, le seul objectif de ce vaccin, par ceux qui le détiennent, c'est une course au profit. Maintenant, on va parler aussi dans le vaccin de la liberté vaccinale. Donc, il y a des gens qui souhaitent se faire vacciner et d'autres qui ne souhaitent pas se faire vacciner. Quelle est votre position par rapport à ça? Par exemple, le passeport vaccinal, tout ça, qu'est-ce que vous en pensez? C'est aussi une question des libertés. Moi, je pense... moi, je suis... Pas forcément juste pour le Covid ou quoi que ce soit, mais en général, je défends les vaccins et je défends l'aspect, les réponses scientifiques qu'on apporte aux différentes maladies. On peut parler de la rougeole, de la polio, des trucs. Voilà, les vaccins, ils ont quand même joué un rôle à ce niveau-là. Après, si je n'imposerai jamais à personne de se faire vacciner. S'il y a des gens qui ne veulent pas se faire vacciner, je pense qu'ils ont la liberté de choisir à ce niveau-là. Il y a toute une question d'évaluer les risques et d'évaluer le fait que les gens se vaccinent ou pas, quels sont les risques au niveau sociétal, parce qu'il faut aussi réfléchir au niveau de la société autant que telle. Et là, je pense qu'il y a une réflexion collective. On existe comme individu, mais on existe dans un collectif, et je pense que l'intérêt des deux doit se croiser quand on fait ce genre de mesures. Mais pour moi, l'obligation n'est jamais une réponse appropriée. Et s'il y a obligation, c'est qu'on a raté quelque chose ailleurs. Le Big Pharma, c'est le lobby le plus important au sein de la Commission européenne, avec l'agroalimentaire et ainsi de suite. Ça, c'est un côté. Et le côté qu'il y a des interactions entre les hauts fonctionnaires politiques et les multinationales. C'est le même monde. Donc, c'est ça, il y a une proximité qui est là et et en fait qui éloigne. C'est pour ça qu'on confond généralement les gens qui ont des doutes et qui remettent en question certaines choses, confondent un peu le politique avec le monde économique, de la finance ou des multinationales, notamment parce qu'il y a cette proximité et cette porte tournante où on passe d'un cabinet à un conseil d'administration d'une entreprise et puis on revient à un ministère et ainsi de suite. Donc, il y a quelque chose dans le fonctionnement même de nos institutions qui est problématique, qui sont à la fois, il y a une opacité, une certaine technocratie qui s'installe, et en même temps, un manque de transparence énorme vis-à-vis de la population. Donc la méfiance, elle est justifiée. Maintenant, je pense qu'il faut réfléchir aussi que la vaccination est une solution, mais qu'on peut aussi développer plus de médecine de prévention, renforcer la ligne médicale de première ligne, renforcer nos hôpitaux, que ce soit un réel investissement dans nos hôpitaux, que ce soit en termes de personnel, valoriser le métier pour être attractif et ainsi de suite. Et je pense que déjà, si on a toute une stratégie de médecine de première ligne, de prévention, on arrivera
quand même à éviter pas mal de choses et que la vaccination soit un outil parmi une vision de la médecine et une vision de la santé en général. Et que pas la vaccination soit la seule solution à une politique de santé qui est désastreuse et qui est un échec. Et que, en attendant que 70% de personnes, enfin de la population soit vaccinée, pendant ce temps-là, on ferme le levier social, le levier de la vie privée, et voilà, on est privé de tous nos droits jusqu'à arriver à 70%. Non, je pense que même si on n'atteint pas les 70%, il faut mettre en place un mode de vie qui est viable socialement, qui est viable au niveau culturel, au niveau des loisirs. Il faut réfléchir aussi et penser aussi à l'impact psychologique de toutes ces mesures-là. Parce que là, on parle de première vague, deuxième vague, peut-être une troisième vague de Covid, mais il y a une quatrième vague psychologique qu'il faut prendre en considération. Oui, sociale, économique. Sociale, économique. Donc, on ne peut pas vivre comme ça. Ça veut dire même si on n'atteint pas les 70%, on ne peut pas continuer avec les mesures qu'on a aujourd'hui. Il faut trouver des solutions structurelles, mettre en place des systèmes efficaces au niveau de santé, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, mais aussi au niveau des mesures à prendre, que ça soit justifié scientifiquement, que ça soit proportionnel, que ça soit temporaire, que ça soit ciblé, et pas des mesures comme ça à tout azimut. Très bien, mais écoutez, je vous remercie beaucoup, Nabil. Et donc, on va suivre les développements au Parlement avec beaucoup d'intérêt. Je vous remercie. Je vous remercie.